Merci à vous. Donc, avant d'attaquer le deuxième thème, je voudrais à mon tour vous remercier pour votre présence et votre participation à cette 5e édition du congrès de l'AGSMF sous le thème cette année de la médecine de famille, un défi et une solution pour l'avenir. Donc, on attaque tout de suite le deuxième thème qui sera présenté par professeur Zeynep Rissouni, chef de service de cardiologie à l'hôpital universitaire de Tanger et aussi la présidente du collège des cardiologues du Nord. Et va mettre le point sur ce qu'il ne faut pas rater devant une insuffisance cardiaque. À vous la parole, cher professeur. Merci Monsieur le Président. J'étais un peu déçue par la présentation de mon ami professeur Boukiren. Il a omis de parler du cœur alors qu'on intervient pas mal dans les cancers du sein. Donc, un clin d'œil pour l'évaluation avant chimiothérapie, préopératoire, donc pour tout ce qui est anthracycline et thérapie ciblée. Donc, mes chers collègues, mes chers amis, mesdames et messieurs, je suis vraiment très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vous remercie infiniment pour l'invitation à la 5e édition nationale du congrès de l'AGSMF. Et je vais vous parler donc d'un sujet qui est un peu méconnu, sous-débattu donc par les non-cardiologues, qui est autre que l'insuffisance cardiaque. Donc, on va essayer de le simplifier ensemble. Pourquoi en fait parler d'un sujet assez complexe? Eh bien parce que l'insuffisance cardiaque est une situation très fréquente. Donc c'est une maladie fréquente et sa fréquence ne fait que augmenter avec le vieillissement de la population grâce à l'amélioration de la qualité de vie, des outils thérapeutiques et autre chose. Et on estime qu'à partir de l'âge de 70 ans, eh ben le quart de la population, il va être insuffisant cardiaque. Et vous allez tous recevoir un patient insuffisant cardiaque. Il vient parce qu'il fait une bronchite, il vient vous voir parce qu'il a de l'arthrose, il vient vous voir parce qu'il va faire une cataracte, etc. Donc, il va falloir donc dealer avec tout ça. C'est une pathologie qui est fréquente. Donc, pour nous les cardiologues, donc c'est notre pain quotidien à nous tous et c'est l'évolution ultime de toutes les maladies cardiaques qu'on est en train de voir. Donc, que ça soit la cardiopathie ischémique ou l'infarctus du myocarde, les valvulopathies, donc les patients hypertendus que vous voyez tous les jours, les cardiomyopathies, les troubles de rythme, eh ben, tous les malades cardiaques vont évoluer, donc un de ces jours, vers une insuffisance cardiaque. C'est fréquent, oui, mais c'est aussi grave et sévère. C'est autant grave donc que les néoplasies qu'on vient en fait un peu d'en parler. Mon ami professeur Boukiren, ben c'est aussi grave qu'un cancer de sein, qu'un cancer de poumon. Eh ben les cancers réputés les plus graves et qui nous font tous peur. C'est fréquent, c'est sévère, mais c'est aussi une pathologie particulièrement caractérisée par des hospitalisations et des réhospitalisations très fréquentes, avec tout ce qui s'ensuit comme coût de santé exorbitant pour la société, pour nos mutuelles et aussi par le patient lui-même, avec une qualité de vie qui est très très pauvre. Et ces patients-là, ils sont généralement réhospitalisés pour des poussées d'insuffisance cardiaque. En fait, l'insuffisance cardiaque est une maladie chronique, donc elle va évoluer en poussée rémission. Et on peut avoir un patient insuffisant cardiaque avec une fonction ventriculaire ou une fraction d'éjection altérée à 30%, alors qu'il est complètement asymptomatique. Il monte les escaliers, il a une bonne qualité de vie, etc. Mais qui peut passer en poussée, donc il va être dyspnéique, orthopnéique, il désature, il est en détresse respiratoire et c'est ce qu'on appelle la poussée de son insuffisance cardiaque. Et à ce moment-là, on va être dans l'état de l'œdème aigu pulmonaire. Et en fait, plus ce malade, il est congestif, quand il est passé en insuffisance cardiaque, ça veut dire qu'il est rempli d'eau, plus on sait qu'il va pas bien. C'est un tournant évolutif de sa maladie, ça marque un mauvais pronostic et on sait qu'il s'approche de la fin. Et nous, ce qu'on veut éviter éventuellement, c'est ces réhospitalisations. C'est ces passages en poussée d'insuffisance cardiaque. Et c'est ce que vous pouvez vraiment intervenir et aider les cardiologues et nos patients à éviter ces réhospitalisations. On va voir comment on peut procéder et comment on peut aider ces patients graves. Donc, on va revenir un peu à la base. On va essayer de définir l'insuffisance cardiaque et comme vous le savez, donc c'est une incapacité du cœur à assurer dans les conditions de charge normales. Ça veut dire qu'il a une pression artérielle normale, il a une fréquence cardiaque normale et lui, il n'arrive pas à assurer en fait un débit cardiaque pour satisfaire les besoins de perfusion de tout l'organisme. Donc, on parle bien du cœur lui-même, donc des coronaires, du cerveau et du rein. Donc, nous, c'est ce qu'on surveille le plus.
Et si on veut en fait le définir de façon un peu plus pratique, eh ben, l'insuffisance cardiaque est un syndrome clinique qui va se caractériser par des symptômes, donc les signes cliniques qui vont être rapportés par le patient, les signes physiques, et puis après, il va falloir chercher une preuve structurelle, donc d'anomalie cardiaque. Donc, ça requiert des symptômes. Donc, les symptômes de l'insuffisance cardiaque, c'est la dyspnée, les palpitations, pourquoi pas une douleur thoracique, une orthopnée. Donc, les signes physiques, c'est les crépitants, les œdèmes des membres inférieurs, le reflux hépatogégulaire, donc vous connaissez très bien. Et on doit obligatoirement chercher une anomalie structurelle du cœur, que ce soit à la radio de poumon, à l'électrocardiogramme ou à l'échocardiographie. Maintenant, nous, on va parler essentiellement donc de l'insuffisance cardiaque avec dysfonction ventriculaire gauche. Ça veut dire que le ventricule gauche ne pompe pas bien. La pompe ne marche pas. C'est l'entité qu'on connaît le plus et c'est là où il y a le plus de preuves physiopathologiques et des preuves thérapeutiques. Donc, il y a une autre entité qui est l'insuffisance cardiaque diastolique qui est aussi fréquente et là, c'est l'apanage des patients hypertendus. Vos hypertendus, ils vont faire un jour une insuffisance cardiaque alors que la pompe, elle est normale. Ne négligez pas une dyspnée chez un hypertendu. Il est en train de faire un problème de remplissage. La pression à l'intérieur du ventricule gauche, elle est élevée et il ne se remplit pas bien et le patient fait une insuffisance cardiaque. Ne négligez pas de dyspnée chez vos patients insuffisants cardiaques. Donc là, maintenant, on va se concentrer plutôt sur l'insuffisance cardiaque en dysfonction ventriculaire gauche et donc une fraction d'éjection du ventricule gauche retrouvée à l'échographie inférieure à 40%. Donc, on va revenir un petit peu aux bases physiopathologiques parce qu'ils sont à la base du traitement de ces patients. Eh bien, quand on a une diminution du débit cardiaque, donc il y aura une surcharge volumique au niveau du ventricule gauche qui va être transmise directement au niveau de l'oreillette et puis au niveau des poumons. Le patient, il va être dyspnéique, orthopnéique et puis après on aura un troisième secteur où les crépitants mais aussi les œdèmes et ce qu'on voit en fait comme signe congestif. Dans ça, c'est ce qui se passe en amont de l'insuffisance, en avant de l'insuffisance cardiaque. Et ben en aval, on aura une diminution du débit cardiaque. Qui dit diminution du débit cardiaque, il va dire quoi? Donc, on a les organes qui sont hypoperfusés. On a les récepteurs là on a une diminution de la pression. Qu'est-ce qu'il va faire le cœur? Qu'est-ce qu'il va faire l'organisme? Il va essayer de compenser. Comment il va essayer de compenser? Il va essayer d'augmenter sa fréquence cardiaque parce que le débit cardiaque est égal à le volume éjecté multiplié par la fréquence cardiaque. Et donc, on va stimuler quoi pour augmenter la fréquence? Le système sympathique, donc le système adrénergique. Et donc, le patient, il va être tachycarde. D'accord? Et on va aussi essayer donc d'améliorer l'éjection ventriculaire. Et qu'est-ce qu'on va stimuler? Le système rénine, angiotensine et aldostérone avec donc de la vasoconstriction pour essayer en fait de mieux perfuser les organes. Et en fait, cette physiopathologie, elle va être à la base de nos traitements de l'insuffisance cardiaque. On va voir ça par la suite. Donc, on va essayer de freiner un peu ces systèmes pour améliorer le pronostic des patients. Et comme on a dit, en amont, c'est des signes congestifs que nous, on est en train de voir chez le patient. Il est orthopnéique, il va pas bien, il est enflé. Œdème des membres inférieurs, reflux hépatogégulaire, hépatomégalie. Des fois même, il se réveille avec les yeux fermés parce que il a un troisième secteur. Et en fait, ça, c'est vraiment une congestion tardive. C'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Il y a d'autres signes que nous, en tant que médecins, on doit guetter. Parce que s'il est vraiment au stade de congestion, il est enflé, etc., il est vraiment en possède de sa maladie. C'est un tournant évolutif. Il y a une activation du système neuro-hormonal maléfique et sa maladie, elle est en train d'évoluer. Il faut vraiment détecter et dépister bien avant. Maintenant, comment on peut détecter, en fait, cette évolution? Qui peut détecter? Le patient éduqué lui-même. Et de notre rôle d'éduquer ce genre de patient. On doit l'éduquer à dépister les signes d'alerte qui marquent un début de poussée. Il ne faut pas qu'il arrive à l'hôpital. Ce patient, on doit le sauver bien avant. Donc, le patient éduqué lui-même, il a des manières pour savoir quand est-ce qu'il passe en congestion. Maintenant, il y a son médecin traitant, le médecin qu'il voit tous les jours, le non-cardiologue, qui peut éventuellement donc l'aider de façon beaucoup plus fine à dépister donc cette congestion et on va voir quand et comment. Et puis après, donc, il y a le cardiologue qui doit intervenir quand le patient, il va être adressé par son médecin traitant,
qui le connaît peut-être mieux que le cardiologue qui ne voit que l'aspect cardiaque de sa pathologie. Et ben, comment le patient il va reconnaître qu'il est en poussée? Et ben, s'il a une aggravation des symptômes. Avant, ben, il montait un étage et tout allait bien. Là maintenant, dès qu'il monte deux escaliers, il devient essoufflé. Ça, ce n'est pas normal. Le patient, il dormait avec un seul oreiller. Là maintenant, il a besoin en fait de diminuer son retour veineux pulmonaire. Et ben, il met 2 oreillers. Il ne supporte pas le décubitus dorsal. Donc, c'est un patient qui, en fait, il est en train de s'aggraver. Un patient qui prend 3 kilos en une semaine, ce n'est pas normal. On ne prend pas 3 kilos en une semaine. Il doit connaître son poids à sec. Et s'il prend 2-3 kilos en une semaine, il doit savoir qu'il est en train de passer en congestion. Il se lève le matin avec un visage enflé. C'est de la congestion. La voix change. Sa voix change. Il a une voix rauque au bout de 2-3 jours alors qu'il n'est pas enrhumé et rien du tout. Donc là aussi, ça doit en fait attirer son attention. Il doit particulièrement en fait consulter. C'est des signes que le patient doit connaître. C'est des signes d'alerte pour lesquels il doit rapidement en fait consulter son médecin traitant ou son cardiologue. Et bien quand il consulte donc son médecin traitant, donc là il pourra analyser de façon beaucoup plus fine en fait ce patient d'insuffisance cardiaque. Et je vous suggère, je vous conseille vivement d'avoir le poids à sec de vos patients insuffisants cardiaques. Quand il sort de l'hôpital ou il vient de chez le cardiologue, il est bien, il est stable, il est polysymptomatique, prenez son poids à sec. Mesurez son BNP à sec. Faites un bilan de base. Comme ça, vous pouvez suivre de façon beaucoup plus fine votre patient. Donc, on peut utiliser la clinique, donc l'électrocardiogramme. Un patient qui est tachycarde, qui est en tachyarythmie, c'est forcément un patient qui ne va pas bien. Il est en train de compenser. Il est en train de passer à un aspect plutôt congestif. On peut utiliser les biomarqueurs. Donc, on va voir ça un petit peu plus, un peu plus détaillé. Et puis après, donc, il y a quelques astuces que je vais vous montrer que vous pouvez utiliser facilement. Donc, comment vous pouvez évaluer donc votre patient insuffisant cardiaque? Et ce que je vous demande, c'est pas de connaître une étiologie, c'est pas de traiter l'insuffisance cardiaque, mais essayez juste de détecter une congestion, une poussée de la maladie, avant que le patient soit hospitalisé, parce que s'il est hospitalisé, on perd, nous, en masse musculaire, on perd en maladie. Essayez de détecter la phase grave. Essayez d'éviter au patient une hospitalisation et une aggravation de sa maladie. Et bien, comment on va faire? Bon, déjà, il faut être méticuleux, donc un interrogatoire assez policier pour détecter donc les signes qui peuvent orienter vers une poussée de sa maladie. Ben, comme vous voyez là, donc la patiente là, elle ne peut pas tenir le décubitus dorsal. Un insuffisant cardiaque qui dort sans oreiller, décubitus dorsal strict, c'est un patient qui n'est pas en poussée. C'est un patient qui va bien. Un patient qui est obligé de se lever la nuit, c'est ce qu'on appelle la dyspnée paroxystique nocturne. Donc, c'est un patient qui est en train d'évoluer. Il dort, il augmente son retour veineux, le cœur, il est déjà surchargé, et à un certain moment, au bout de 2-3 heures, ben, il s'assoit pour prendre de l'air et redormir. Donc, ça, c'est une dyspnée paroxystique nocturne qui annonce, en fait, le début d'une congestion. C'est un patient qui est tachycarde. Quand vous auscultez, donc vous allez pouvoir ausculter un bruit de galop. Il est en train de compenser une congestion. C'est un patient qui a des œdèmes rétromalléolaires. C'est un patient qui ne va pas bien, qui veut dire, docteur, donc là, je suis fatigué ces derniers jours. J'arrive plus à partir à la mosquée. J'arrive plus à faire ma toilette quotidienne. Donc là aussi, en fait, ça marque un début de congestion. Mais tout ça, c'est assez subjectif si on parle de symptômes et pas de signes physiques. Ben, quand on a les signes physiques, c'est un peu trop tard, hein. Il faut hospitaliser le patient. Ben, nous, on veut vraiment être en amont. Donc, on peut utiliser la radiographie du poumon, donc vous connaissez très bien. Donc, un cœur qui est surchargé, ben, on commence à voir une surcharge hilaire dans les sommets, puis après une redistribution vasculaire. Donc, c'est un poumon qui n'est pas noir, c'est un poumon qui est un peu blanc, avant d'arriver donc à l'image alvéolaire, donc de flocons ou d'ailes de papillon, qui va signer en fait un œdème aigu pulmonaire, donc comme on voit sur la photo. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez demander chez ce genre de patient pour voir est-ce qu'il est en train d'évoluer comme examen simple?
Le BNP, bravo. Donc, c'est un marqueur cardiaque qui est très sensible pour diagnostiquer une poussée d'insuffisance cardiaque. Ben, si on a un BNP qui est positif, eh ben, il faut toujours avoir, moi, chez les malades chroniques, on peut avoir une élévation assez chronique du BNP. C'est pour ça que je vous dis, il faut connaître la valeur de votre patient, du BNP de votre patient à sec, après sa sortie de l'hôpital. Eh ben, le BNP, c'est un marqueur qui est très sensible et dans les recommandations, nous, de la Société européenne ou de la Société américaine de cardiologie, c'est un examen qui est fortement recommandé pour diagnostiquer une insuffisance cardiaque, qu'elle soit aiguë ou chronique. Donc, une élévation de BNP, ben, c'est un marqueur, en fait, de poussée d'insuffisance cardiaque. Maintenant, ça peut être beaucoup plus simple comme examen biologique. Qu'est-ce que vous pouvez mesurer encore en dehors du BNP et tout ça? Oui, qu'est-ce que vous trouverez à l'hémoglobine? Une anémie par hémodilution. Donc là aussi, donc c'est un signe qui peut éventuellement orienter. Mais en fait, l'anémie, hémodilution, oui, mais on voit ça vraiment dans le stade chronique. Donc c'est des marqueurs de chronicité de la maladie. C'est un patient qui est enflé de façon, on va dire, une insuffisance cardiaque qui est chronique et avancée. Ben, en fait, on va être très simple. Une fonction rénale. C'est une fonction rénale. Quand le patient il est en poussée, qu'est-ce qui se passe? Le cœur, il considère que le rein, c'est pas un organe noble. Donc, s'il doit perfuser quelque chose, lui, il part perfuser le cerveau. Et donc, le rein, il est en général hypoperfusé. La vasoconstriction au niveau des reins. On ferme les portes des reins. Et donc, on a souvent une insuffisance rénale fonctionnelle associée à de l'insuffisance cardiaque. Un patient en poussée d'insuffisance cardiaque avec une fonction rénale normale, on est très content, on dit, allez, la poussée, elle n'est pas importante. Mais en fait, souvent, on a une insuffisance rénale. Et là, il faut pas tomber dans le piège. Donc là, on le voit assez souvent. Un patient qui a une insuffisance rénale sur une poussée d'insuffisance cardiaque, on va lui demander de boire. On va lui dire, oui, mais vous avez regardé, le rein, il est asséché, etc. Il faut boire. Maintenant, il doit pas boire. Mais s'il boit, on va surcharger le cœur. Plus le cœur, il est surchargé, le débit, il va être bas. Et donc, on va aggraver l'hypoperfusion rénale. C'est un patient qui doit être diurétiqué. Au contraire. Et dès qu'on met les diurétiques, ben, le patient, le lendemain, après 2-3 jours, bon, en fonction de l'âge et de la chronicité de la maladie, il va améliorer sa fonction rénale. Un insuffisant cardiaque, il faut jamais lui demander de boire. Il faut jamais lui demander de boire en abondance parce qu'il a une fonction rénale altérée. Et au contraire, une fonction rénale altérée veut dire qu'il est en poussée de sa maladie et qu'il est rempli. Ce patient, il faut soulager son cœur. Il faut le vider. C'est tout le contraire. On va le mettre en restriction hydrique. Donc, on va lui demander de boire moins d'1 litre par jour et on va le mettre en régime hyposodé. Donc, 4 grammes de sel par jour, pas plus. D'accord? Donc, c'est des malades où il faut faire très attention. La fonction rénale, c'est très intéressant. On peut toujours la voir rapidement. Ça coûte 3 fois rien. Un patient insuffisant cardiaque qui est fatigué, chez qui vous faites une fonction rénale, l'urée, il est un peu augmenté. La créatinine, il était à 11 ou il était à 7. Donc là, maintenant, il est un peu à 13. Ben, je sais qu'il est en train de faire une poussée de sa maladie. Il faut surtout pas lui recommander de boire. Alors nous, en fait, les cardiologues, quand on a des trucs comme ça, ben on part directement faire notre échographie et je vous cache pas qu'on a plein de paramètres, hein, vraiment plein de paramètres assez barbares et à la fin on se dit mince mais mes paramètres ils sont discordants parce qu'ils sont assez compliqués à faire, c'est très chronophage et nous aussi on commence à abandonner tout ça et on essaye parce qu'on est en phase aiguë, c'est un malade qui est grave, donc on essaye de chercher un peu les trucs les plus simples pour faire vite et traiter le patient. Et des fois on dit, écoutez, moi j'arrive pas à évaluer ces pressions de remplissage, c'est assez complexe. Et ben qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'une réponse. En fait, quand on parle de pression élevée dans le cœur, oui, dans le cœur, mais aussi il y a un retentissement périphérique. Il n'y a pas que le cœur qui souffre de l'hypodébit. Mais c'est surtout le corps qui va souffrir, en fait, de cette dysfonction cardiaque. Et il va falloir chercher ailleurs. On va aller voir le retentissement ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Pour pouvoir, en fait, mesurer cette congestion. Et c'est là où votre rôle. Parce que, en fait, je sais que vous êtes d'excellents échographistes. Vous faites l'échographie beaucoup mieux que nous, les cardiologues. Nous, on se concentre vraiment sur le cœur. On considère que le reste, c'est pas très important. Mais en fait, finalement, des fois, c'est ce qui va nous renseigner, en fait, sur la poussée congestive. Et vous pouvez vraiment très bien évaluer la congestion ou le degré de remplissage de votre patient. Et j'insiste, et
éviter à nos patients une hospitalisation qui est un marquant évolutif de sa maladie. Alors, le premier paramètre qui est assez facile à voir, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez voir en fait pour dire que le cœur va pas bien, hein, il est rempli? La veine cave inférieure, excellent. Donc, c'est très facile. Tout le monde sait le faire. Ça se fait en un clin d'œil, rapidement. Ben, on a une veine cave inférieure qui est dilatée, peu compliante chez un patient insuffisant cardiaque. Et ben là, il n'y a pas photo, hein. C'est le retour veineux. C'est le retour veineux. C'est le cœur qui est congestif, qui ne se remplit pas, qui n'éjecte pas. Il faut le vider pour qu'il puisse se remplir. Une veine cave inférieure dilatée, eh ben, là aussi, c'est pas bien. C'est un patient qui est en congestion. Il faut lui donner du Lasix, adapter son traitement. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Ben, on peut être très simple et aller faire une échographie pulmonaire. Est-ce que vous faites de l'échographie pulmonaire? Oui, de temps en temps. Ben, c'est assez simple. En fait, on peut dire, ouais, ben, il faut, oui, pour chercher une pleurésie. Donc, ici, une insuffisance cardiaque droite. D'accord? Donc, c'est vraiment plein, c'est les séreuses. D'accord? Comme on peut chercher des signes de surcharge pulmonaire, de l'insuffisance cardiaque gauche. Donc, aller juste en parasternal, en antérieur, à droite et à gauche, en mettant entre centre et qu'est-ce qu'on va chercher? Ben, on va chercher une image normale, qui est l'image du chauve-souris. En fait, c'est les deux côtes d'un côté et d'un autre, et puis après, la ligne pleurale. Donc, ça fait comme une chauve-souris. Donc là, c'est une image normale. On peut trouver des lignes horizontaux. Là, ça, c'est les lignes pleurales. Et là aussi, les images horizontaux, c'est des images qui sont tout à fait normaux. Ce qu'on ne doit pas trouver, eh ben, c'est les lignes verticaux. Ben, les lignes verticaux, ils témoignent d'une surcharge interstitielle du plasma. Donc, c'est une surcharge hydrique. Donc, vous regardez, vous voyez, donc là, c'est normal. C'est tout noir. Quand c'est tout noir, on est content, il n'y a que de l'air, il n'y a pas d'eau. Ben, quand on commence à voir les lignes B, on appelle ça les lignes verticaux ou les lignes B. Donc là, c'est un début de surcharge. Et plus on a des lignes B, plus on est congestif. On dit quand on a plus de 30, eh ben, le patient, il est en grande OAP. C'est très simple. Ici, à droite et à gauche, en parasternal, c'est très simple. Vous pouvez partir en postérieur pour éventuellement chercher les épanchements pleuraux. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de façon très simple? Ben, on peut aller voir la veine jugulaire interne. Je parle pas de la jugulaire externe. La jugulaire externe, elle est très superficielle. On part pas la chercher avec une sonde. Mais la jugulaire interne. Normalement, la jugulaire interne, on doit pas la voir. Donc, si on la voit, c'est que le malade, il est en surcharge. Et ce qu'on fait, nous, c'est un rapport de jugulaire interne qui doit être collabé si le malade, il est en euvolémie. Ben, on fait un rapport de jugulaire interne après Valsalva et sans Valsalva. Eh ben, le rapport, il doit être supérieur à 4. S'il est inférieur à 4, ça veut dire que la veine, elle est dilatée. Et ça, c'est pas normal. Une jugulaire interne en position demi-assise, elle doit être collabée. On ne doit pas la voir. Une jugulaire interne qu'on voit en position demi-assise, le patient, il se met en surcharge. Donc là aussi, il y a un outil que vous pouvez voir beaucoup mieux que les cardiologues, eh ben, c'est le Doppler veineux rénal. Donc là aussi, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va voir un peu le rein, on va voir au niveau du parenchyme, et on va faire un Doppler. D'accord. Un Doppler continu, et normalement, on doit, un flux normal, c'est une perfusion assez homogène dans le parenchyme. On va pas partir repérer une veine ou là, une artère. Vraiment, c'est vraiment dans le parenchyme. En latéral, à l'extérieur. Donc, on va faire un Doppler et on va voir. Eh ben, normalement, on ne doit pas avoir un flux pulsé qui s'arrête. On doit avoir un flux de perfusion systolo-diastolique continu. Comme vous voyez là en haut. Eh ben, dès qu'on a des flux discontinus, on sait que le rein, il est hypoperfusé et c'est pour ça le patient il est en train de faire une insuffisance rénale et plus le flux il est discontinu et ben plus l'insuffisance cardiaque congestif elle est importante et l'hypodébit rénal il est important et c'est un patient qui est en train de souffrir à n'importe quel moment le rein il bloque. En fait le rein c'est notre hantise nous les cardiologues. Parce que le patient, il est congestif, il est en insuffisance cardiaque, et nous, on a beau donner des diurétiques, et ben, il va pas uriner si le rein bloque. Et s'il urine pas, c'est bon, c'est la fin. On peut éventuellement penser à une hémodialyse, etc. C'est très dangereux. Les néphrologues n'aiment pas trop hémofiltrer dans ces conditions. Eh ben, il faut pas attendre que le rein bloque. Il faut vraiment, être bien en amont. Et ça, c'est vraiment des outils qui sont très, très simples. On appelle ça un point of care échographie. C'est une échographie ciblée, très rapide, qui va vous prendre même pas 2 minutes. Et qui va se résumer à ça. La veine cave inférieure,
la veine jugulaire, un flash au niveau des poumons et le Doppler rénal. C'est bon, on a le diagnostic, surtout quand on sait que mon patient il est insuffisant cardiaque, il peut faire une poussée à n'importe quel moment. Ça, c'est le point of care échographie. Retenez-le et faites-le chez vos patients insuffisants cardiaques. Vous pouvez même s'amuser à le faire alors qu'il est stable. Comme ça, vous connaissez un peu le profil hémodynamique de vos patients. Ben là, je voulais juste vous montrer pour l'anecdote. Donc, il y a beaucoup de télémédecine qui se développe là, donc dans ce domaine. Vous voyez, donc là, le foot volume. Donc là, c'est un device qu'on installe chez le patient à domicile, dans sa chambre. Et dès que le patient y passe, il va prendre le pourtour de la cheville. Et dès que la cheville commence à enfler, il vous dit « Ah, le patient, ça va pas. Il est en train de se remplir. » Il envoie une alerte donc chez l'infirmière ou son médecin qui s'occupe de la télémédecine. Donc là, nous aussi, on a une sonde qui peut faire un peu le cœur. Enfin, il va faire un peu tout. Donc là aussi, c'est très utile. Et il y a d'autres outils de spectrométrie, d'impédancemétrie qui vont permettre de dire attention, le patient il passe en surcharge. Donc là, c'était juste vous montrer un peu les algorithmes diagnostiques de la Société européenne de cardiologie. Donc juste pour attirer l'attention. Donc le BNP, quand il est supérieur à 120, le NT-proBNP, quand il est supérieur à 125 chez l'insuffisant cardiaque chronique, ça peut témoigner d'une maladie chronique du cœur. Ça ne veut pas dire qu'il est en poussée. Mais quand il est supérieur donc à 350, donc dans l'insuffisance cardiaque aiguë, donc c'est des chiffres différents. Sachez que le chiffre de l'insuffisance cardiaque chronique, il est beaucoup plus faible que l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc là, vous pouvez passer du truc chronique, mais c'est surtout le aigu que je veux que vous reteniez. Donc là, c'est pour le diagnostic. Vraiment, je voulais vous montrer ce que vous pouvez faire pour ces patients. Comment vous pouvez leur rendre service et nous rendre service nous aussi. Donc, et nous adresser les patients précocement. Donc là, je vais juste vous montrer le traitement de l'insuffisance cardiaque. Comment on traite? Comme ça, vous reconnaissez un peu ce qui se passe dans l'ordonnance de votre patient insuffisant cardiaque. Eh bien, comme je vous ai dit, le débit cardiaque ABC, c'est fréquence cardiaque, volume d'éjection systolique. Donc, au début, c'est bien, on compense, mais à la longue, un patient qui a une fréquence cardiaque élevée, c'est un remplissage qui est massacré. Le cœur ne va pas se remplir bien, parce que quand on augmente la fréquence cardiaque, c'est au dépend de la diastole. Et donc, petite diastole, donc petit remplissage, donc on va aggraver l'hypodébit et on rentre dans un cercle vicieux d'aggravation et d'auto-aggravation. Quand on stimule le système rénine, angiotensine, aldostérone au début, c'est bien, on est content d'avoir la vasoconstriction. Mais à la longue, qui dit vasoconstriction dit hypoperfusion, dit hyperaldostéronisme, dit fibrose et donc un remodelage ventriculaire et l'insuffisance cardiaque va s'aggraver. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est de bloquer à long terme les malades, ces stimulations qui sont agressives. Au début, on ne fait rien. Un patient qui passe en insuffisance cardiaque et qui a une fréquence élevée, vous avez tous entendu parler, on ne donne pas de bêta-bloquant chez un patient en OAP, on risque de le tuer. Pourquoi? Parce qu'au début, on veut qu'il compense. Parce qu'il a besoin de compenser, sinon on va mourir. Mais au long cours, ça devient très néfaste. Et dès qu'on passe la phase aiguë, eh ben, il faut en fait désactiver ces systèmes neuro-hormonaux. Eh bien, pour désactiver le système adrénergique, c'est les médicaments bêta-bloquants, exactement. Et pour désactiver le système rénine, angiotensine, aldostérone, c'est les bloqueurs du système rénine, angiotensine, aldostérone. Eh bien, les bêta-bloquants, c'est vraiment le médicament pilier de l'insuffisance cardiaque. Mais nous, on a en fait 4 médicaments, on appelle ça les médicaments fantastiques de l'insuffisance cardiaque. Si j'ai à donner un médicament, c'est le bêta-bloquant. C'est le bêta-bloquant. Pourquoi? Parce que je vais diminuer le travail du cœur, je vais le soulager, je vais améliorer le remplissage et donc je vais améliorer mon éjection. Eh bien, mais on peut pas donner tous les bêta-bloquants. Pas tous les bêta-bloquants sont indiqués dans l'insuffisance cardiaque. Donc, on a le bisoprolol, le carvedilol, le nébivolol et le métoprolol. Donc, c'est les 4 médicaments qui ont l'AMM de l'insuffisance cardiaque et il y a beaucoup d'études, c'est des Lancet, c'est des New England, c'est vraiment le médicament qui baisse la morbimortalité dans l'insuffisance cardiaque et qui doit obligatoirement figurer dans l'ordonnance du patient insuffisant cardiaque. Bien sûr, quand on donne un bêta-bloquant chez un patient, il faut le surveiller. Il faut éliminer une contre-indication. Il faut obligatoirement faire un ECG après, parce qu'on a peur des blocs auriculo-ventriculaires qu'on peut démasquer, on a peur des bradycardies extrêmes, donc on ne donne pas de bêta-bloquant sans surveillance. Alors, les bloqueurs du système rénine-angiotensine, donc qu'est-ce que vous connaissez comme médicament?
On a les inhibiteurs de l'enzyme, les bloqueurs du système rénine-angiotensine. On doit obligatoirement bloquer le système rénine-angiotensine chez le patient pour essayer de lever la vasoconstriction, l'hyperaldostéronisme et la fibrose. Donc, on a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, le captopril, le ramipril, l'énalapril, ce que vous voulez. Donc, on a les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, et donc le condésartan et le valsartan. C'est les deux qui ont l'AIMM pour l'insuffisance cardiaque. On ne donne pas l'herbisartan ou le losartan. C'est vraiment le condésartan ou le valsartan. Et bien sûr, donc là aussi, je vais attirer votre attention. Il faut éliminer une contre-indication, donc la sténose bilatérale des artères rénales. Aussi, c'est des médicaments qui sont contre-indiqués dans la grossesse et l'allaitement. Et c'est des médicaments qu'il faut surveiller. Quand on introduit un IEC, que ce soit pour une hypertension ou un chaîne insuffisant cardiaque, eh ben, il faut faire une fonction rénale, une kaliémie 5 jours après. Quand on augmente aussi, eh ben, il faut vérifier donc la fonction rénale donc 5 jours après. Donc les anti-aldostérones, donc là aussi l'aldactone, c'est un des piliers de traitement de l'insuffisance cardiaque. Donc on a souvent un IEC, l'aldactone et bêta-bloquant, c'est obligatoire donc dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et là aussi, donc je n'oublie pas d'insister, de vérifier à chaque fois donc la fonction rénale chez ces patients, parce que c'est pas une poussée. Des fois, c'est juste l'agressivité des médicaments. Donc nous, on vérifie souvent donc la fonction rénale et la kaliémie. Et donc là, il y a quelques années, il y a un nouveau médicament donc, qui a vu un peu le jour dans l'arsenal thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Donc, c'est le sacubitril valsartan. Donc, c'est l'Uperio. Donc, chez nous au Maroc, donc l'Uperio. Eh bien, l'Uperio, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt favoriser la voie gentille. Donc, la voie vasodilatatrice et diurétique en bloquant la néprilysine qui, elle dégrade le BNP humain. Donc, le BNP de notre corps, elle va le dégrader. Donc, on va bloquer la néprilysine et on va aussi bloquer le système rénine-angiotensine. Donc, c'est un médicament qui a eu beaucoup de preuves aussi. Donc, là, c'est un New England, donc l'étude Paradigme qui a montré que le sacubitril valsartan donc baissait l'hospitalisation et la morbimortalité cardiovasculaire en fait chez les patients insuffisants cardiaques. Mais on ne donne pas un IEC et le sacubitril valsartan. On choisit un des deux. On choisit ce qu'on veut. C'est la même chose. Ils ont le même niveau de preuve dans les recommandations. Soit un IEC ou un ARNI ou le sacubitril valsartan. C'est la même chose. Sauf intolérance de l'IEC ou un problème. À ce moment-là, on peut switcher vers un ARNI. Donc là, il y a le tout nouveau bébé qui arrive pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et c'est un traitement que vous utilisez beaucoup chez les patients diabétiques. Et ben, c'est avéré qu'il est peut-être pas très efficace sur notre hémoglobine glyquée, mais c'est un médicament qui a eu beaucoup de vertus dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, que ce soit l'insuffisance cardiaque en dysfonction ventriculaire gauche que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque de l'hypertendu qui ne se remplit pas, qui devient rigide, etc. Donc là aussi, donc c'est un médicament qui a beaucoup de vertus. Et aussi, c'est un médicament qui est préconisé chez le diabétique à très haut risque cardiovasculaire. Donc, dès apparition du haut risque cardiovasculaire, c'est-à-dire le diabétique, hypertendu, tabagique, il a de l'athérome, etc. Donc, c'est déjà du très haut risque. Et là aussi, on doit obligatoirement voir. Donc là, ça devient vraiment une obligation de mettre un SGLT2 parce que là, ça revient avec des niveaux de preuve assez importants dans les recommandations. C'est un A, ça veut dire c'est obligatoire, il faut le mettre. Il faut switcher ou bien le rajouter, donc si l'équilibre diabétique n'est pas obtenu. Et nous, c'est des médicaments qui font partie de l'ordonnance du patient insuffisant cardiaque et c'est le 4e fantastique dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et il va agir déjà, il aura un effet diurétique, donc parce que glucosurique, donc qui dit glucosurique dit natriurèse et on va se débarrasser de l'excès d'eau dans le corps. Et aussi, en fait, il va privilégier donc la voie des acides cétoniques, donc une voie qui est beaucoup plus productive d'ATP. Et donc le cœur, il va améliorer en fait son action, son ATP et son inotropisme et donc son volume d'éjection. Et les 4 fantastiques qui ne sont jamais seuls, donc très souvent on a besoin du 5e fantastique qui est le diurétique, donc le Lasix. Et donc là aussi je vais passer un message qui est très important.
On ne donne pas le Lasix au long cours. C'est très dangereux de donner du Lasix au long cours. On donne le Lasix, le diurétique, quand le patient il est en congestion, quand il est rempli. Dès qu'on sait que tout va bien, on arrête le diurétique. On arrête le Lasix. C'est lèche. Parce qu'on va le mettre en hypovolémie. Il est en euvolémie et nous, on va lui donner du Lasix. On va le mettre en hypovolémie. Qui dit hypovolémie, ça va être perçu au niveau de l'artériole afférente des reins et ça va stimuler quoi? La rénine. Et donc, on freine le système rénine, mais on va le stimuler par les diurétiques. Donc, c'est pas logique. On doit freiner plutôt le système. Donc, le Lasix, ce n'est jamais au long cours. Le Lasix, c'est pour lever la congestion. Donc là, c'était juste pour vous montrer l'ordonnance d'un patient insuffisant cardiaque. Donc, il a obligatoirement un bêta-bloquant. Donc, nous, on augmente les doses à dose cible. Et même si vous trouvez un patient à 50 battements par minute, nous, on est content. Tant qu'il n'est pas symptomatique, c'est pas grave. Et méfiez-vous, la tension artérielle d'un patient insuffisant cardiaque, elle ne va jamais être à 12. Il est à 10, 9 de tension et nous, on est content tant qu'il n'est pas symptomatique, c'est-à-dire il ne fait pas de l'hypothymie ni des vertiges. C'est des petites tensions. C'est un patient qui n'a pas d'éjection, donc il a un hypodébit. On ne va pas trouver des tensions à 12. Et nous, tant que la tension le tolère, on va augmenter les doses. Plus on a des doses élevées, plus c'est mieux. Quand on a une 8 de tension ou la 45 battements par minute, on s'en fout s'il n'est pas symptomatique. Bien sûr, il ne faut pas avoir 20 battements par minute. Mais tant qu'il n'est pas symptomatique et que je suis sûre que c'est sinusal, je le laisserai parce que je sais que le bénéfice attendu des bêta-bloquants, si je suis au maximum des doses, j'aurai une action adrénergique avec une amélioration de la contractilité, un anti-remodelage, c'est même un bloqueur du système rénine, angiotensine et aldostérone, et un effet anti-arythmogène, parce que c'est en général des patients qui ont des séquelles de fibrose au niveau du cœur. Donc, c'est des patients qui vont faire des tachycardies ventriculaires et des orages rythmiques qui sont assez importants. Donc, voilà, un bloqueur du système rénine, angiotensine, un anti-aldostérone et un IGLT2, plus ou moins, je dis plus ou moins, un diurétique. Donc, je vais vous passer rapidement sur le traitement électrique parce que vous pouvez avoir des patients qui ont une pile, mais c'est un pacemaker pour un BRV, mais non, c'est un triple chambre. Pourquoi? Parce qu'on essaye de resynchroniser le cœur. Il faut que le cœur droit et le cœur gauche battent en même temps pour améliorer la perfusion et l'éjection. Et c'est des malades qui peuvent avoir un triple chambre, soit avec un pace ou un défibrillateur. Pourquoi? Parce que le malade, il fait des troubles de rythme. Voilà, donc le traitement chirurgical, c'est surtout traitement étiologique. Donc s'il a un infarctus, un pontage, si une valvulopathie, on va remplacer la valve ou faire une plastie. Et des fois, on va arriver aux assistances circulatoires, mono ou biventriculaires. Donc là, au Maroc, on commence à placer des assistances circulatoires. Donc là, dernièrement, à Casablanca, il y a une équipe qui vient de placer un ELVAD, donc chez un patient insuffisant cardiaque au stade terminal, donc qui était vraiment assez beau, donc assez avancé. Donc là, maintenant, il va bien. C'est une assistance qui est, on va dire, elle est définitive puisqu'on n'a pas encore de greffe cardiaque, qui peut en fait rester au moins 2 ans, donc sinon plus, chez le patient. Et bien évidemment, donc au stade ultime, donc on va proposer au patient une transplantation cardiaque. Donc là, en fait, c'est vraiment le schéma thérapeutique. Vous voyez, donc les 4 fantastiques au début. Donc tout ce qui est vert, c'est une recommandation formelle, donc c'est du 1A. Donc on peut rajouter des diurétiques et puis après tout le reste, c'est vraiment du cas par cas. Et ce qui est vert à la fin, vous voyez, c'est ce qui est vraiment vert. Les 4 fantastiques, c'est l'exercice, la réadaptation cardiaque et c'est l'éducation thérapeutique. C'est important. C'est vraiment important d'expliquer au patient sa maladie, de lui expliquer ses médicaments et pourquoi il ne faut pas les arrêter. On n'arrête pas comme ça un bêta-bloquant, c'est très dangereux. On peut avoir un effet rebond et le patient, il peut vraiment faire soit un trouble de rythme grave ou un OAP fulminant. Il faut faire très attention. Il faut bien leur expliquer à quoi servent les médicaments et qu'on peut avoir une baisse de la tension et qu'on peut avoir une baisse de la fréquence cardiaque. Ne vous inquiétez pas. Il faut vraiment bien leur dire attention. Si vous avez ça, si vous augmentez du poids, si vous êtes essoufflé, si vous vous réveillez la nuit, faites attention, vous êtes en train de passer en poussée congestive. Et là maintenant, on est vraiment en train de s'organiser en atelier. Donc là, c'était vieille photo, donc pendant l'ère du Covid, mais on faisait quand même à l'hôpital régional ici à Tanger quelques ateliers thérapeutiques pour les patients parce qu'on n'a jamais le temps en consultation, on n'a jamais le temps d'expliquer qu'est-ce qu'il faut manger, le régime sans sel, qu'est-ce qu'il faut pas manger, c'est quoi les médicaments, c'est quoi les signes d'alerte, le diurétique. Il faut leur apprendre
montre comment manipuler en fait les diurétiques, comment augmenter les doses, baisser les doses. Donc tout ça pour dire que la vie d'un insuffisant cardiaque, donc c'est pas très simple. Hein. Dans sa vie, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a lui-même qui doit gérer sa maladie, donc c'est un acteur très fort dans sa maladie. Donc s'il veut survivre dignement avec une bonne qualité de vie, il doit obligatoirement être acteur dans sa maladie. Et ça, c'est notre devoir de l'éduquer. Nous, les cardiologues, et vous, le médecin traitant, qui est très proche de ce patient. Le médecin traitant, il participe vraiment de façon très, très forte dans la prise en charge de ce patient. Et qu'est-ce que je vous demande pour ce patient? C'est détecter une congestion. Essayez de détecter un début de poussée. Évitez-nous une hospitalisation et évitez aux patients une hospitalisation par la clinique et par des moyens échographiques dont vous disposez tous et qui ne vont pas prendre 2 minutes de votre temps et de votre travail. Et pour conclure, je dirais que le rôle du médecin traitant, il est central dans le repérage de la congestion, dans la prise en charge du patient insuffisant cardiaque. Vous pouvez gérer le patient en augmentant, en diminuant un petit peu ses doses de diurétiques comme vous pouvez, si vous le jugez utile, donc l'adresser chez son cardiologue. Et dans l'arsenal de prise en charge, vous pouvez réaliser un électrocardiogramme, détecter une tachyarrhythmie ou un trouble de rythme ventriculaire. Vous pouvez prescrire des examens biologiques complémentaires comme le BNP et la fonction rénale. Vous pouvez réaliser une échographie Doppler, donc à la recherche d'une veine cave inférieure dilatée, une jugulaire dilatée, un problème au niveau du Doppler rénal ou au niveau pulmonaire. Et initier le traitement, donc s'il le faut, donc un traitement diurétique ou renforcer un bêta-bloquant, un IEC pour diminuer la précharge et adresser donc chez le cardiologue quand il le faut. Et n'oubliez jamais de dire au patient alors il faut apprendre à votre patient de reconnaître les 4 signes d'alerte. Un essoufflement inhabituel, une prise de poids rapide, 2 à 3 kilos en moins d'une semaine, des œdèmes, que ce soit d'un membre inférieur ou du visage, ou une fatigue excessive et inhabituelle. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, merci, professeur Ressouni, pour ces éclaircissements et ces nouveautés sur la prise en charge de cette pathologie qui est vraiment lourde, et surtout sur la mise en valeur du rôle des médecins de famille dans la prise en charge pour éviter éventuellement les complications et les hospitalisations à répétition. Si vous permettez, on va prendre 2 ou 3 questions de la salle. Bonjour. 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 Je vous remercie infiniment, professeur, pour cette présentation. Vraiment, ça nous a appris beaucoup de choses. Je n'arrive pas à vous repérer. Ah oui, je remercie l'association qui nous a permis d'être présents parmi vous. J'aimerais bien, parce que vous avez dit que le médecin traitant est le premier qui va détecter cette insuffisance cardiaque, j'aimerais bien savoir, en cas de l'Azélix, combien on va donner en urgence? Est-ce qu'on va renouveler parce qu'il y a tardivement, parce que les patients, pour partir chez le cardiologue et pour faire suivre son traitement, et les bêta-bloquants, parce qu'on a peur de dépasser les limites. D'accord. Et merci infiniment. Je vous remercie infiniment pour vos questions qui sont effectivement très pratiques et très pertinentes. Alors, quand on arrive, j'ai entendu parler de la saturation aussi, donc je vais essayer de combiner un peu. Quand le patient arrive à une désaturation, c'est qu'on est vraiment poussé de sa maladie. Hein. C'est un patient qui est ONOAP. Il faut l'envoyer pour hospitalisation. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la phase pré-OAP. Donc, quand il est ONOAP, c'est les urgences. C'est bon, désaturation, c'est les urgences. Et il faut qu'il passe aux urgences parce que des fois, donc, il passe rapidement en détresse respiratoire réfractaire. Alors, quand le patient, on sait qu'il est en train, donc j'ai fait un flash d'écho, il a quand même une veine cave inférieure à 18 mm qui n'est pas très compliante, qu'est-ce que je fais? Eh bien, la dose de l'Azélix, il n'y a pas de dose standard pour le Lazélix. En fait, tout dépend de la natriurèse et de la diurèse. Si avec 42 mg de Lazélix, le patient urine 2 litres par jour, c'est la dose recommandée. Maintenant, comment on peut savoir? S'il a déjà 40 mg à la maison, il a 40 mg et il est en congestion, on va doubler la dose. S'il n'a rien à la maison, donc c'est les 40 mg, ils vont être suffisants. Il faut toujours donner une supplémentation potassique, sauf s'il a de la lactone, ça peut
compenser. Et on va le revoir 2-3 jours après. Et des fois, on peut même demander aux malades, des fois ils sont vraiment éduqués, ils savent quand il est soulagé, quand vous n'avez plus des œdèmes des membres inférieurs, vous arrivez à dormir, et ben vous arrêtez, il faut aller voir votre cardiologue. Et en fait, il faut lui dire, il faut uriner, il faut quantifier la diurèse et le poids aussi. La bonne évolution, c'est le poids. Il est venu vous voir, il a 60 kilos. Et au bout de 2-3 jours, il est à 55. Donc, on sait que c'est une bonne évolution. Il faut surtout leur demander de chiffrer la diurèse. 2 à 3 litres par jour. On est efficace en 2 à 3 litres par jour. Et surtout, quand on donne le diurétique, parce qu'il y a, oui, mais prends le diurétique, vous allez uriner, mais il faut boire. Non, il ne faut pas boire. C'est une restriction. On est à 1 litre. On est vraiment à 1 litre. Des liquides. L'eau, les liquides, waouh, les jus. Prochaine question. Merci, professeur, pour l'exposé. J'ai 2 petites questions. Est-ce que le sujet a un intérêt dans l'insuffisance cardiaque? Bien sûr. Et la deuxième question, les vaccins à recommander en cas d'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a des vaccins à recommander? Ah oui, clairement. Donc, alors, pour le CG, bien sûr. Donc, c'est le CG, c'est vraiment l'examen, un des premiers examens en cardiologie. Donc, au début, c'était grand, maintenant, c'est vraiment un petit engin, mais c'est un médicament indispensable en cardiologie. On ne peut pas faire de consultation sans ECG. Et chez le patient insuffisant cardiaque, il a une valeur diagnostique, étiologique, donc ça peut donner une idée sur l'étiologie de l'insuffisance cardiaque, notamment un infarctus, quand on a des anticules de nécrose ou un sus-décalage du segment ST. Il peut, en fait, un patient qui est en poussée d'insuffisance cardiaque, il doit au moins être rapide. Il doit au moins être tachycarde. Ça peut nous donner une idée un peu sur le retentissement, donc le patient qui est déjà passé en arythmie par fibrillation auriculaire, donc la F1, à ce moment-là, ça implique une anticoagulation, donc un suivi particulier, etc. Et ça peut donner une idée pronostique. Donc un insuffisant cardiaque est en train de faire des troubles de rythme à l'étage ventriculaire, donc là, c'est très grave. Donc c'est un patient qui peut faire une tachycardie ventriculaire et qui peut faire une mort subite, et il va falloir penser vraiment donc à mettre un défibrillateur. Aussi, un QRS large. Le QRS qui est large, de plus de 3 petits carreaux, veut dire que les ventricules, ils sont désynchronisés. Les ventricules, en fait, ne se contractent pas en même temps. Et c'est une indication à penser à mettre le triple chambre, ce que je vous ai montré. Le pacemaker, donc avec une sonde au niveau du ventricule droit, une sonde au niveau du sinus latéral, donc le ventricule gauche, et une sonde de l'oreillette. Et on essaye de resynchroniser le cœur pour améliorer le débit cardiaque. Donc le CG, il a vraiment un rôle très important. Pour la vaccination, clairement, on va conseiller maintenant au mois d'octobre à tous nos patients insuffisants cardiaques, donc le Vaxigrippe. Maintenant, c'est le tétra, donc il y a aussi le pneumocoque associé. C'est le vaccin à recommander vivement. Le vaccin anti-Covid, pourquoi pas, si le Covid circule encore. Une dernière question. Merci, professeur Ressouni, pour cette belle présentation. Vous avez parlé à un certain moment de BNP et à un certain moment de pro-BNP. Est-ce que c'est la même chose ou il y a des indications spécifiques de celle? Alors, c'est la même chose. Il n'y a pas d'indication spécifique. C'est en fonction du laboratoire. C'est en fonction de l'examen que vous avez. Le NT-pro-BNP, c'est juste le précurseur. C'est vraiment la forme avant. Donc, il peut être un peu plus précoce, mais voilà, donc c'est un peu la même chose. Donc, on demande nous souvent le NT-pro-BNP, donc on va être un petit peu plus précoce. C'est pas les mêmes valeurs seuil, mais c'est en fonction de la disponibilité. Donc, vous pouvez demander le NT-pro-BNP ou le BNP, donc c'est la même chose. Une toute dernière question, s'il vous plaît. Merci, professeur Ressouni, pour cette question qui est vraiment très intéressante et très alléchante pour nous, généralistes, et pour tous les médecins. Juste, je ne vais pas entrer dans le détail de thérapeutique et de prise en charge, mais ce sont des malades qui sont asthéniques, dyspnéiques et fatigués. Est-ce qu'on peut leur conseiller quand même une petite activité physique? Bien sûr. Ou bien un repos total? Bien sûr, non. Enfin, l'activité physique, elle fait partie même de l'arsenal thérapeutique. Donc, je vais quand même vous remontrer la dernière. Voilà. Donc, vous voyez. Donc là, c'est vraiment les recommandations. Ah, pardon. Est-ce que vous pouvez juste afficher ma diapo, la régie? Voilà. Donc, vous voyez, exercice physique. La réadaptation cardiaque. Nous, au CHU de Tanger, donc on a une grande salle pour essayer de les réadapter à l'effort.
Donc, on réadapte, on fait une VO2 max au début. On a le seuil de VO2 et on essaye, comme les sportifs, d'augmenter leur capacité à l'effort. On a des cyclo-ergomètres, on a, pour ceux qui peuvent en faire, on a des tapis, on a même donc des chaises pour les patients en mobilité réduite qui ne peuvent pas marcher ou faire de l'activité physique, ils vont le faire avec la main. Mais c'est très important et c'est vraiment un élément qui a montré donc une augmentation de la survie de ces patients et surtout de la qualité de vie, et c'est même recommandé avec un niveau de preuve assez avancé. Et en fait, on a tous la connotation très mauvaise du patient insuffisant cardiaque. On imagine souvent que c'est un patient qui va être très fatigué, qui est grabataire, qui est cloué au lit. Croyez-moi, c'est pas souvent le cas. C'est vraiment le malade négligé, non éduqué, qui ne prend pas ses médicaments, qui est dans ces situations. On a des patients insuffisants cardiaques qui montent avec moi les escaliers que j'arrive pas à suivre. Vraiment, les patients, c'est vraiment pas la connotation pathologique. Je vais insister sur un autre truc, donc les IGLT2. Donc, on voit, nous, les patients, revenir nous voir pour nous dire, je ne suis pas diabétique et vous m'avez donné un IGLT2. C'est le pharmacien ou son médecin traitant qui lui a dit ça. Et les patients reviennent nous en vouloir pour ça. Donc, c'est IGLT2, on le donne chez le patient insuffisant cardiaque, qu'il soit diabétique ou pas. Merci beaucoup, cher professeur. Merci pour la présence. Je tiens à remercier les laboratoires Cooper Pharma parce que ils sont vraiment notre soutien toutes les années, un soutien indéfectible. Merci beaucoup pour votre collaboration.